Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris pour notre émission Politique à la ferme. J'ai le plaisir d'accueillir Michèle Boudouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveuse et aussi présidente de la FNO. C'est ça. Et votre exploitation, elle est où? Elle est dans le Puy-de-Dôme en région Auvergne-Rhône-Alpes. Très très bien. À vos côtés, Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Député à l'origine. Ancien député à l'origine de la loi Egalim. Aujourd'hui, lobbyiste. Oui, lobbyiste, encore un peu éleveur et voilà, ingénieur agronome et porte-parole d'un think tank agriculture et stratégie depuis quelques jours. Exactement. À ma droite, donc, Arnaud Gaillot, président des jeunes agriculteurs. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ça a été agité hier la journée. Hein. Un petit peu, apparemment. Un petit peu, hein, c'est vrai. Et il nous fait le plaisir d'être là ici, sur notre plateau, François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour. Alors, député européen, on va parler d'Europe. Parce que c'est vrai que l'Europe est malmenée dans toutes ces tensions qu'il y a entre le monde agricole, le gouvernement. L'Europe est montrée du doigt. Il y a les élections européennes. On va se poser un certain nombre de questions sur l'Europe. Les clauses miroirs, on en parle depuis des années. Des années, j'entends parler de ces clauses miroirs. On a toujours l'impression qu'elles vont être appliquées et elles ne le sont pas. Pourquoi, concrètement? D'abord parce que les clauses miroirs, c'est beaucoup, à mon avis, un miroir aux alouettes. Évidemment, il faut travailler à une compétition mondiale qui soit plus loyale. Mais ça suppose d'abord qu'on n'essaye pas d'exporter les normes qu'on impose à nos agriculteurs, qu'on commence par libérer nos agriculteurs. Avec Michel, on a parlé de la situation de l'élevage ovin en France, qui est une situation extrêmement difficile. Moi, j'ai une admiration immense pour ceux qui font vivre cette filière, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à faire croire aux exploitants qui font de l'élevage ovin qu'on va aller imposer les mêmes règles à ceux qui travaillent en Nouvelle-Zélande qu'à ceux qui travaillent en France. C'est pas vrai. Donc la première des choses à faire, c'est pas d'abord de faire croire en mentant à nos agriculteurs qu'on va exporter les contraintes ailleurs. La première chose à faire, c'est de libérer nos agriculteurs. Et c'est de faire en sorte que, typiquement, une des batailles qu'on a menées, on en a mené beaucoup ensemble, mais une des batailles qu'on a menées ensemble sur les prédateurs, qu'on fasse en sorte, enfin, de protéger nos éleveurs des prédateurs qui se multiplient aujourd'hui, notamment dans les zones de montagne, et faire en sorte que nos éleveurs puissent continuer à travailler sans leur vendre toujours qu'on va réussir à faire en sorte de créer les mêmes contraintes ailleurs que celles qu'on leur impose chez nous. D'autant plus qu'on importe 1,2 kg sur 2 aujourd'hui de la viande. Ah oui, c'est plus d'un kilo sur 2 pour le secteur ovin. Ça fait plus de 40 ans que nous sommes mondialisés et on voit bien les effets aujourd'hui, les impacts. On a perdu en 1994 le Wembo Warrior et les nouveaux accords. On était à 9 millions de brebis, on n'est plus qu'à 5,1 millions de brebis viande et brebis laitières. Et on a divisé par 4 le nombre de producteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les brebis en Europe, comme en France, elles sont sur les territoires les plus reculés et le plus souvent, eh bien, elles sont sur des territoires où on ne peut rien faire d'autre. En même temps, tout le monde s'accorde à dire quand même que l'externalisation de leur façon d'être, les aménités positives, le bilan carbone, les paysages, la biodive, si elles ne sont pas là, eh bien, c'est les territoires qui se ferment. Moi, je suis dans la chaîne des puits. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et tous les soirs, je vois bien quand je vais l'été voir mon troupeau, les Clermontois, ils viennent faire du footing. Sauf que si mes brebis, elles ne sont pas là, c'est la noisetière qui va prendre le pied. Et du coup, on n'aura plus la lisibilité des puits. On peut même perdre l'inscription au patrimoine pour le fait que les brebis sont là et qu'elles donnent justement à ce patrimoine paysager une lisibilité des puits qui sont exceptionnelles au niveau de la planète. Jean-Baptiste Moreau, ça fait des années qu'on en parle, ces clauses miroirs. Pourquoi il faut qu'il y ait des tensions pour qu'on soit capable de faire bouger, et même la machine européenne qui commence à bouger un peu sous la pression, on va dire? Non, mais surtout, et c'est ce que François-Xavier Bellamy disait, pour qu'il y ait des clauses miroirs, il faut qu'il y ait des accords internationaux. Or, il n'y a pas des accords internationaux avec toutes les aires géographiques avec lesquelles on échange. Aujourd'hui, avec l'Amérique du Sud, il n'y a pas d'accord. Et on échange quand même, il y a quand même des milliers de tonnes de viande d'Amérique du Sud qui arrivent en Europe. Et qui arrivent en Europe et qui n'obéissent qu'à une seule règle, c'est les règles de l'OMC, c'est-à-dire les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce, aujourd'hui, la réciprocité des normes et les clauses miroirs, ça n'existe pas, c'est de la science-fiction. Donc il va falloir, et c'est effectivement, par les compétitivités des exploitations agricoles aujourd'hui,
parler de la taille, peut-être aussi. Alors c'est peut-être un gros mot et un peu un pavé dans la mare, mais effectivement, on n'arrivera pas à la taille des exploitations d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, c'est pas la question. Mais il va falloir parler compétitivité des exploitations agricoles, parce que penser qu'on va uniquement protéger par des clauses miroirs notre agriculture, ou alors qu'on va fermer notre agriculture. L'agriculture, elle a besoin d'importer, elle a besoin d'exporter. Hein. C'est pas toutes les filières agricoles, qu'elles soient céréalières, qu'elles soient d'élevage, elles ont besoin d'une part d'export aujourd'hui. Hein. Je veux dire, si vous n'avez pas l'Italie pour exporter les broutards aujourd'hui, la filière viande bovine, elle tombe aussitôt. Donc il y a besoin d'export, il y a besoin d'import, mais il faut parler compétitivité des exploitations agricoles et effectivement arrêter de mettre des boulets aux pieds de nos agriculteurs et de les livrer à la concurrence de produits qui ne respectent absolument pas nos normes pour le coup. Oui. Mais Arnaud Gaillot, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exporter, que d'imposer des clauses miroirs. Par exemple, hier, on avait le président de la coopérative de Yenne en Savoie qui nous disait qu'eux, ils étaient capables à la fois d'avoir un prix à 700 € les millilitres, plus 700 €, et à la fois, ils étaient capables d'exporter. Pourquoi on oppose les deux ? Pourquoi on oppose les deux ? Je pense que ça aura échappé à personne qu'on est rentré quand même dans la vie un peu quotidienne, dans l'opposition des systèmes et dans l'opposition des modèles. Et donc, chez Jeunes Agriculteurs, on a toujours été pour l'export, mais un export avec des règles qu'on impose à nos agriculteurs. Il faut peut-être qu'on réfléchisse à d'autres inventions. La clause miroir, si on n'arrive pas à la faire appliquer, il faut peut-être imaginer de nouvelles choses qui permettent en fait de rendre compétitifs les produits européens face aux produits qui seront importés. Mais c'est sûr que sans se fermer sur soi, ça serait de la folie, parce que la Ferme France exporte souvent ses produits qui sont de filières de qualité avec des labels, et donc ça serait un vrai souci. Chez Jeunes Agriculteurs, on le dit et on ne s'en cache pas, on veut plus d'Europe mais mieux d'Europe, et se permettre de critiquer les choses qui sont mal faites en Europe, se permettre de remettre en cause des stratégies qui ont été choisies et qui sont mauvaises, ne veut pas dire qu'on la détruit, ça veut juste dire qu'on la perfectionne, qu'on la rend meilleure, qu'on permet à des jeunes de s'engager là-dedans, et c'est ce qu'on propose d'ailleurs dans notre manifeste. On propose d'ailleurs de créer un Erasmus+, parce que c'est une vraie chance quand vous êtes des jeunes de pouvoir, avec une carte d'identité, monter dans un train et vous retrouver à l'autre bout de l'Europe. Donc voilà comment on construit une Europe qui prend conscience des attentes de cette jeunesse agricole, comment elle les protège mieux, comment elle les encourage à préserver un environnement, comment elle les encourage dans l'adaptation au changement climatique et qu'elle protège. Mais on a besoin d'une prise de conscience réelle. On l'a appelé de nos voeux dans les manifestations depuis quelques semaines de notre État. On en appelle au niveau européen. Deuxième volet important, ça a été annoncé hier par le président, un peu sous la pression, on a envie de dire, cette notion de prix plancher, globalement. Comment on peut avoir un prix plancher, nous en France? C'est comme si sur une autoroute, on mettait la marche arrière et que les autres allaient dans un autre sens. C'est dangereux. Alors, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, mais moi, très clair. Très clair. Je pense que c'est clairement la volonté du président de la République de trouver une vraie solution, une bonne fois pour toutes, le prix payé à l'agriculteur, quelle que soit sa production, quand c'est consommé bien sûr en France, ça soit rémunérateur. Je ne suis pas sûr que le prix plancher est la meilleure des solutions. Moi, ce que je veux, c'est que d'ici les semaines qui arrivent, on ait vraiment trouvé la bonne formule. Parce qu'il arrive un moment où on ne peut pas continuer à dire que ce n'est pas une bonne formule, mais comment on fait que l'agriculteur qui se lève le malin, qui a produit un mouton, qui a produit 1 litre de lait, qui a produit une pomme pour le marché français, il est payé au prix pour vivre. Après, quand on est sur du marché mondial, vous n'allez pas demander un coût de production. Mais ça, c'était Egalim, ça, déjà. C'était un peu Egalim, oui. Non, mais c'était surtout la base de la contractualisation sur la base du coût de production qui permet justement une juste rémunération des producteurs. Le problème, c'est que la contractualisation, par exemple, en secteur viande bovine, on est à 25%, alors qu'on devrait être à 90% ou même au-delà. Il y a un problème il faut aider les agriculteurs à contractualiser. Il y a un problème aussi d'acteurs de la filière, notamment des abatteurs qui refusent la contractualisation. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Sur le prix plancher, j'ai bien entendu les propos du président de la République. Maintenant, le diable est dans les détails. Il va falloir voir quel mécanisme on met en place, parce qu'effectivement, il ne faut pas que le prix plancher devienne un prix plafond. On a connu les années 80 avec le prix d'intervention au niveau européen qui a permis de créer Lactalis et Bigard, parce qu'ils ont fait de la spéculation sur la base de l'argent public, globalement. Hein. C'est ça, comme ça que ça s'est passé. Donc, ce n'est pas la peine de renouveler les mêmes erreurs qu'on a déjà faites. Après, oui, il faut que le prix corresponde au coût de production des agriculteurs. Donc, il va falloir étudier ce mécanisme et comment on peut le mettre en place. Mais de toute façon, il peut se mettre en place qu'au niveau européen. Franco-français, à mon avis, c'est assez illusoire de vouloir le mettre en place. François-Xavier, tous les professionnels que je reçois me disent que c'est une ânerie, le prix plancher. Mais ils ont peur de le dire ouvertement, peut-être Michel va le dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Non, mais le vrai sujet, c'est de libérer les agriculteurs. Il faut libérer l'agriculture française parce qu'aujourd'hui, s'il y a un sujet de prix, s'il y a un sujet de rémunération, c'est parce que les agriculteurs en France, ils doivent faire face à des charges qui font que leur travail n'est pas compétitif. Ils ont beau se démener, ils ont beau être exceptionnels, ils ont beau faire des produits qui sont aujourd'hui absolument reconnus partout en Europe et dans le monde, le fait est qu'ils n'arrivent pas à en tirer un revenu parce qu'ils ont des charges tellement fortes à Donc cause... les charges, les achats de tracteurs, de Non, mais produits... d'abord le coût du travail. Déjà, pour commencer, le coût de la fiscalité française. Et ensuite, vous rajoutez à ça la pression des normes, les surtranspositions qui font qu'en France, on n'est pas compétitif en Europe, et les normes européennes qui font qu'en Europe, on n'est pas compétitif dans le monde. Le fait est qu'on est rentré dans une spirale de complications, de complexité, de contrôle, de surveillance, qui fait qu'à la fin, c'est impossible, même en travaillant le mieux et en travaillant le plus, c'est impossible de se payer quand vous êtes agriculteur. C'est ça le vrai scandale. Et moi, je m'étonne que certains découvrent le problème aujourd'hui et que le président de la République découvre le problème aujourd'hui. Pourquoi? Ça fait 5 ans au Parlement européen qu'on se bat avec Anne Sander, avec les Républicains, contre cet agenda de contrainte. On s'est battu contre le projet Farm to Fork. Derrière Farm to Fork, il y avait de nouvelles règles. Il y avait l'idée de geler 10% de la surface agricole utile en Europe. On a fait sauter ce gel. Pourquoi on l'a fait? Parce que l'étude d'impact de la Commission européenne elle-même disait qu'avec ces règles-là, on allait faire baisser la production agricole en Europe, on allait faire baisser le revenu des agriculteurs et on allait simultanément augmenter le prix pour les agriculteurs. C'était tout faux sur toute la ligne. On s'est battu contre ça, mais qui portait ce projet? Eh bien, c'était nos collègues macronistes. C'était M. Pascal Canfin, président de la Commission de l'Environnement, c'était les Verts, c'était la gauche. Et très clairement, derrière cet agenda, il y avait évidemment une menace supplémentaire sur le revenu des agriculteurs, comme sur la possibilité pour les consommateurs de pouvoir se nourrir correctement en achetant français. Ce grand danger, il fallait le dénoncer. Et moi, je m'étonne aujourd'hui qu'on arrive en disant avec catastrophe, les agriculteurs peuvent plus se payer, on va inventer les prix planchers. Mais on n'est pas en Union soviétique. C'est pas comme ça qu'on va faire que l'agriculture française rayonnera demain. C'est une mauvaise idée. Mais évidemment, c'est pas par là qu'on va résoudre le problème. Michel. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de prix plancher. Moi, ce que je pense, c'est qu'un agriculteur, il a le droit d'exercer son métier dans des bonnes conditions. Et son revenu, ça doit être une part des coûts de production, le coût du travail et le coût du capital aussi, parce qu'il est son chef d'entreprise et il met de l'argent de son propre capital pour faire sa carrière, en fait. Après, on pourrait aussi imaginer qu'il est en fin de carrière, qu'il ait des meilleures retraites, hein, parce que 1 000 € tous les mois, enfin, je veux dire, c'est quand même assez un peu ubuesque de penser ça. Après, moi, je reviendrai sur le revenu. Par exemple, nous, l'exercice de notre métier, c'est la protection au niveau de l'Europe des accords internationaux. J'ai lu le rapport de la Commission européenne sorti lundi sur 2 scénarios, un offensif, un plus conservateur. Et il va y avoir une libéralisation totale à plus de 97% à 2032. Hein, mais pour un éleveur, 2032, c'est pas si loin. Hein, Arnaud, on fait une installation et en 7-8 ans, on commence à se souffler et à faire des investissements. Eh bien, en augmentant les importations de néo-zélandaises et australiennes et Chili et Mexique, j'ajoute quand même que cette semaine, le Parlement européen va rajouter 4000 tonnes de produits chiliens en ovins et qu'on va finir l'année à plus de 226 000 tonnes qui vont arriver des autres pays tiers. Et si on rajoute la proposition de l'Europe pour l'Australie, parce qu'immanquablement ça va arriver, je disais juste là-bas à des responsables de la communauté européenne que la barque commençait à être beaucoup pleine pour les éleveurs de moutons. Et quand dans l'info graphique du Monde, je vois que les éleveurs de moutons ont moins de 20 000 € par an de revenus, je me pose des questions sur les jeunes générations qui pourtant s'installent en ovins, puisqu'on a quasiment du 1 pour 1 en installation ovine et caprine. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Donc je reviens à mon rapport de la Commission qui note quand même qu'il y a une vulnérabilité reconnue en ovins viande pour ce secteur et que d'ici 2032, on aura sur le scénario conservateur plus 3% d'importation, sur l'offensif plus 5,3%, qu'il y aura une baisse des prix pour les producteurs européens d'1,9% et, si on fait l'offensif, de 3%, mais que la consommation, elle ne va bouger que de 0,3%. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui, François-Xavier, vous comprenez que peut-être les agriculteurs aient l'impression que l'Europe marche sur la tête. Mais bien sûr, mais moi, encore une fois, on s'est souvent parlé de ces questions-là. Nous, on a voté
contre l'accord avec la Nouvelle-Zélande parce qu'on n'a pas le droit, l'Union européenne n'a simplement pas le droit d'imposer des règles de plus en plus contraignantes à ceux qui produisent sur son sol en ouvrant toujours plus ses marchés à des gens qui ne respectent aucune de nos règles. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça, encore une fois, je le redis, puisqu'on est dans politique à la ferme, il faut parler un peu politique. Tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Tout ça, c'est le résultat d'un projet. Les mêmes députés de la majorité macroniste qui votent pour Farm to Fork, qui votent pour restauration de la nature, qui votent pour la directive émissions industrielles, qui va classer des élevages comme étant des usines qui émettent du carbone exactement comme des producteurs chimiques, les mêmes qui votent pour tout cet agenda de contraintes et de complexité, ensuite sont les seuls députés français au Parlement européen à avoir voté pour l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Comment vous voulez effectivement que les agriculteurs français ne deviennent pas fous parce qu'on leur dit simultanément vous allez devoir respecter des contraintes de plus en plus contraignantes qui font qu'à la fin votre prix de revient est de plus en plus élevé et simultanément on vous met en concurrence en ouvrant nos marchés avec des gens qui ne respectent aucune de ces règles et qui du coup produisent pour beaucoup moins cher. Et est-ce que par ailleurs, posons la question tout simplement, est-ce que c'est ça l'environnement? Est-ce que c'est ça la conscience écologique de faire venir de l'autre bout du monde, de Nouvelle-Zélande, des ovins qui vont traverser l'océan dans de l'azote liquide pour les mettre sur nos marchés? Poser la question, c'est déjà y répondre. C'est n'importe quoi. Nous, on a voté contre, évidemment, contre l'accord Nouvelle-Zélande. Si vous me permettez juste, sur les clauses miroirs, il y a un accord, il y a une clause miroir sur la Nouvelle-Zélande. Alors, bizarrement, pour les bovins. C'est pas le plus gros volume de l'accord, mais c'est pour les bovins. Ben, vous savez ce que c'est? L'accord pour les bovins, c'est produire à l'herbe. Mais c'est juste ce qu'ils font depuis la nuit des temps. Moi, je dis, le cahier des charges qui m'interdit ce que je ne fais pas et qui m'autorise ce que je sais faire, je signe. Jean-Baptiste. Non, mais je ne veux pas faire trop de politique politicienne. Moi, effectivement, je ne suis pas député européen, je ne suis plus député national non plus. Sur Farm to Fork et les règlements sûrs et tous les textes restauration de la nature et IED, il y a eu certainement des abus, notamment au départ. Il y a eu des compromis de bâtis. On peut toujours trouver qui ne vont pas assez loin, notamment sur IED. Je pense qu'il y a un problème avec la volaille et l'élevage hors sol, notamment. Je ne suis pas du tout en accord avec un certain nombre de choses, et notamment avec Pascal Canfin, et je sais lui exprimer quand j'ai besoin de lui dire. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Après, sur les accords internationaux, j'ai lu un peu le programme du PPE, qui valide l'ensemble du PPE, du Parti populaire européen au niveau européen, qui veut la signature de l'ensemble des accords internationaux. Donc LR appartient au PPE de ce que je sais. Ouais. Non, mais le fait est que sur la question du commerce international, c'est les Français qui sont très décalés par rapport au reste des Européens, d'une manière générale. Il y a une majorité de socialistes, il y a des Verts qui votent pour les accords de libre-échange. La majorité du groupe ID, auquel appartient le RN, vote pour les accords de libre-échange. Nous, là où on est cohérent, c'est qu'on se bat, nous Français, on a voté contre la Nouvelle-Zélande, mais le fait est que on s'est surtout battu avec tout le PPE contre le texte restauration de la nature qui voulait imposer ces 10% de gel de la surface agricole utile. Et je répète, pardon. C'est mardi le vote, là. Il y a un vote important mardi. Il y a un nouveau vote mardi pour le texte qui vient de passer dans les trilogues. C'est un peu technique. 10% peut-être de terres qui vont être mises de côté. Non, parce que ça, on a déjà écarté ça. Mais c'est nous qui l'avons écarté. Et c'est là où il y a une cohérence malgré tout. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que on croit à la force de notre agriculture. On ne veut pas la couper du monde. Et Arnaud le disait tout à l'heure très bien. Notre agriculture, elle a besoin d'exporter aussi. Parce que c'est ça qui fait sa richesse et sa compétitivité. On parlait tout à l'heure avec les éleveurs porcins. S'ils n'exportaient pas 30% du porc français, eh bien aujourd'hui, on ne pourrait pas valoriser la viande de porc en France comme on le fait aujourd'hui. Donc le sujet, c'est effectivement pas couper l'agriculture du reste du monde, mais faire en sorte qu'elle ait droit à une concurrence loyale. Ne pas lui mettre des boulets aux pieds et ensuite lui demander de courir avec des Néo-Zélandais qui ne respectent pas nos règles. Et vous aviez raison de le dire à l'instant, Michel, sur le bovin. Pascal Canfin se félicite qu'il y ait des clauses miroirs dans l'accord Nouvelle-Zélande. Mais enfin, l'élevage bovin qui est fait en pâture, il est fait avec des pâtures qui sont irriguées, ce qui est interdit aujourd'hui à nos éleveurs français. Donc on voit bien évidemment qu'en réalité, il y a cette incohérence profonde qu'il faut évidemment dénoncer. Arnaud. Et là-dessus, où on pourrait être d'accord, et c'est ce qu'a annoncé le président de la République hier, il faudra voir, et on l'appelait de nos voeux depuis au moins 3 ans, c'est finalement ce fameux plan d'avenir. C'est comment on repositionne notre ferme France sur les besoins en différentes filières, que ce soit en label, que ce soit en conventionnel, que ce soit en énergie. Mais ça, je pense qu'il faudrait même le faire à l'échelon européen. Pourquoi des gens vont se lever le matin pour produire? Sur et après, on a un travail interne. On a un travail interne à faire. Il faut aussi que chacun, dans ce moment-là, prenne aussi ses parts de responsabilité. Ouais. Je pense qu'on a des choses à construire, nous aussi, si on nous donne les moyens. Et là-dessus, je vous rejoins, il faut décomplexifier. C'est pour ça qu'on a demandé énormément de simplification, qu'elles soient administratives, qu'elles soient environnementales, pour qu'on puisse aussi réinventer le modèle de demain agricole, parce qu'il y a de belles choses à faire en conciliant élevage, énergie, en conciliant conventionnel et autres. Et donc, on peut le faire. Le problème, c'est qu'on a une suradministration de 20 ans d'empilement de normes qui font que vous avez un pays et une Europe qui est aucunement capable de s'adapter
à une guerre en Ukraine, à un Covid, à des événements géopolitiques? Oui, deux choses. Alors, je pense qu'on a quand même des outils qui puissent permettre de freiner ces choses-là. On l'a vu pour l'Ukraine la semaine dernière, il y a eu une clause de sauvegarde. Moi, je ne suis pas contre les accords de libre-échange parce que je sais que j'ai des secteurs, mes voisins, qui peuvent exporter. Par contre, je dis que quand on a un outil qui s'appelle la single pocket et que dans le cumulatif, pour un secteur, il y a trop d'impact, il faut jouer la clause de sauvegarde ou il faut trouver une politique publique qui permette de compenser et remettre en avant le secteur donné. Après, je veux revenir à faut-il tuer le Green Deal? Le problème de ce Green Deal, c'est qu'il a été réfléchi en 2016, 2017, ça fait son chemin. Parce que c'est long à l'Europe. Vous l'avez dit sur le loup. Alors là, si on le déclasse, on en a pour jusqu'en 2027 avant que ça ait fait le tour. Ce Green Deal, elle a été réfléchi. Le Farm to Court derrière. Mais depuis 2019, il s'est passé plein de choses. La Covid. La Covid et la guerre en Ukraine. Et l'Europe, dans sa bulle, dans sa sphère, de Bruxelles, on continue sur le même chemin alors qu'on a la guerre à la porte de nos frontières. Et qu'on a su qu'à un moment donné, notre souveraineté, qu'elle soit alimentaire ou industrielle, était fragile. Donc pourquoi continuer quelque chose? Nous, tous les jours, les matins, quand on met le pied par terre, notre métier, c'est adaptation. En plus, je fais de l'élevage. Il pleut, les vaches sont malades, on a changé de saison, un allumage le bélier a sauté, mince, il y a un agneau, c'est bizarre. On s'adapte. Et c'est presque Ushuaïa tous les jours, quoi, en somme. Hein. Et on voudrait dire qu'à l'Europe, quand on a la Lune, on continue sans s'occuper de se L'Europe, c'est fracasser. long. En dessous de 2 ans, on ne sait rien faire, attention, pour changer de Je ne sais pas, mais en tout cas, il faudrait quand même apprendre les enseignements du passé. Mais quand le même. monde s'accélère. Non, mais globalement, l'agriculture, c'est un métier du temps long. C'est pas un métier du temps des réseaux sociaux ou du temps de l'information en continu. C'est-à-dire qu'une exploitation agricole, pour avoir une vraie transition, il faut 5 ou 10 ans. Il faut pas 6 mois. Donc il faut savoir donner des directions très claires à notre agriculture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des jardiniers du paysage qui se contentent d'entretenir globalement les paysages? Ou est-ce qu'on veut vraiment une agriculture productive? C'est pas un gros mot. Dans ma bouche, c'est pas un gros mot. Qui nourrit la population française, la population européenne, mais au-delà. On a aujourd'hui, avec le changement climatique, un certain nombre de pays, notamment du pourtour méditerranéen, qui vont être infoutus de produire l'alimentation pour leur propre population. Dire que l'Europe va se renfermer sur elle-même et va arrêter d'exporter, c'est juste ouvrir grand la porte à la Chine et la Russie qui, elles, l'ont compris depuis longtemps, en devenant des vraies puissances agricoles exportatrices et de façon massive, que c'est aussi pour elles un moyen d'étendre leur sphère géopolitique. Et l'Europe ne peut pas perdre ce rôle-là de nourricier aussi de ses voisins. Il nous reste 2 minutes. Le dernier volet, c'est peut-être le volet environnemental, le Green Deal, justement. Il y a quand même un objectif, il y a un réchauffement climatique, il y a des actions à prendre. On a l'impression que vous, les agriculteurs, vous avez freiné un peu. Là-dessus, vous allez me dire non, parce que sur le fond, on y est. Globalement, qu'est-ce qui va ressortir un peu de la crise française au niveau européen? C'est énorme aujourd'hui comment la France est perçue par les autres pays. Vous savez, la crise de l'agriculture, elle est européenne aussi. Et c'est dans toute l'Europe aujourd'hui que les agriculteurs disent leur détresse devant la contradiction entre ces règles qui leur sont imposées et la concurrence mondiale. Et le fait est que, je crois, il faut qu'on commence tout notre diagnostic par reconnaître que les agriculteurs français sont ceux qui aujourd'hui ont déjà fait la transition environnementale la plus exigeante au monde. Et donc maintenant, c'est très simple. Tout ce qu'on fera pour fragiliser la production agricole en France et en Europe, on le fera contre la cause de l'environnement. Je le vois dans le monde de l'agriculture, je le vois aussi dans le monde de la pêche. À chaque fois qu'on produit moins en France, on importe plus. Et qu'est-ce qu'on importe? On importe une production extra-européenne qui ne respecte pas nos règles. Donc en fait, à chaque fois qu'on produit moins en France, on donne des parts de marché à un modèle qui est bien plus destructeur du point de vue environnemental. C'est pour ça que nous, depuis longtemps maintenant, ça fait 2 ans qu'on demande ça, on veut un moratoire législatif sur les sujets environnementaux. On a déjà fixé des règles extrêmement exigeantes à ceux qui produisent chez nous. Maintenant, commençons par regarder comment fonctionnent ces règles. Ce qui doit être corrigé, ce qui doit être ajusté, ce qui parfois dans des normes absurdes doit être supprimé. Mais surtout, ne créons pas plus d'instabilité. Comme le disait Arnaud à l'instant, comme le disait Jean-Baptiste, l'agriculture, c'est un métier du temps long. Et vous aviez raison de le dire, il faut qu'on offre de la visibilité aux agriculteurs français, qu'on sorte d'une logique où on ne cesse de leur imposer toutes les 3 semaines de nouvelles règles, de nouveaux plans, de nouvelles contraintes. C'est ça qui, aujourd'hui, asphyxie nos producteurs et c'est ça qui, du coup, détruit l'environnement. François-Xavier Bellamy, Arnaud Gaillot, Michel Boudouin et Jean-Baptiste Moreau, merci beaucoup d'être venus ici sur ce plateau pour débattre de cette question et puis merci à vous.